Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire mystique, je précise bien mystique, pas une histoire romantique, pas une histoire de bagarre au quartier. Tu vas raconter une histoire mystique. Tu envoies ta demande ici en cliquant sur les deux bonhommes que je vois rose et bleu là. Tu vas voir bien, tu vas voir les demandes là. Tu envoies ta demande ici en direct, tu nous racontes ton histoire. C'est ce que tu as trop honte de raconter en direct. Tu peux envoyer l'histoire sur WhatsApp. Le numéro c'est le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur TikTok et Facebook. Donc c'est uniquement les histoires mystiques s'il vous plaît. Et on ne cite pas les noms des gens. C'est-à-dire que je vais pas venir dire cela que mon voisin Papou a fait X. Non, non, non. Mon voisin. Tu prends un nom d'emprunt, ça peut être Stéphane, ça peut être n'importe quel nom, tu choisis un nom d'emprunt, pas le vrai nom. C'est ça que tu donnes. Alice, Myriam, c'est là, je peux envoyer ta demande déjà. Pas le nom des hôtels, pas le nom des bars, des restaurants. On ne veut pas ça. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et bonne année à tous. Bonne année à toi aussi. Si le volume est bas ou... Non, c'est très bon, c'est bon. Hein. Ah, d'accord. Ah. Mais c'est très compliqué pour moi de pouvoir raconter cette histoire, mais bon, elle est très longue, mais je vais être seulement brève. Je vais être brève hein, dans l'histoire. L'histoire est réelle, ça me concerne. Et c'est pour sensibiliser en fait les femmes surtout les femmes. Parce qu'au moment où je vous parle, je vais dire que j'ai en fait consacré, on va dire, une bonne partie de ma vie par rapport à ce qui m'est arrivé. Actuellement, j'ai consacré ma vie à ce qui m'est arrivé et la naïveté en fait. Nous les femmes, il faut qu'on arrête d'être naïves. C'est pour ça que je souhaite vraiment sensibiliser les femmes surtout. À chaque fois, il y a un bon nombre d'entre nous qui montons, qui racontons les histoires. Certaines, c'est leurs expériences, elles ont vécu. Et d'autres, on leur a raconté. Mais moi, me concernant, cette histoire, c'est la mienne. Vraiment... Elle est tellement longue, mais je vais juste être brève. Premièrement, en fait, comme on a l'habitude de dire, tu as l'habitude de dire, quelle est la leçon à tirer dans cette histoire? Moi, je pense que ça va partir sur deux points. Deux points de s'il faut tirer. Le premier point, ça va être, nous devons faire attention à nos songes. Il y a une différence entre les rêves et les songes. Généralement, les songes, c'est la réalité. En fait, c'est ce que nous vivons dans le spirituel et ça se concrétise réellement de la réalité. Je pense qu'il faut avoir raconté l'histoire avant de tirer les leçons. Hein. Ah, d'accord. On va raconter l'histoire. D'accord. Excusez-moi parce qu'en fait, j'ai pas trop l'habitude de raconter les histoires. Donc, je vais raconter l'histoire. Je suis en Occident. Je suis congolaise de la République du Congo. Hein. Et donc, à mon jeune âge, j'ai connu un garçon. Bon, j'ai eu un palmarès amoureux. Je ne veux pas dire qu'il était rempli
de panoplie d'hommes, non. J'ai eu quand même des histoires amoureuses. Et celle qui m'emmène vraiment à raconter cette histoire, à vous partager cette histoire, c'est celle qui a basculé ma vie en fait. Donc en fait, j'ai connu ce garçon, j'étais très jeune. J'avais, je pense, bien 15 ans rentré mes 16 ans. Et je l'ai connu. C'est quelqu'un qui était aussi, bien qu'étant jeune, il a commencé à travailler très jeune jeune en tant que fonctionnaire de notre pays et en tant que militaire. Parce que chez nous, dans notre pays, il y a une école militaire. Peut-être certains aussi dans d'autres pays africains, il y a l'école militaire où on appelle l'école de cadets, en sigle bien sûr. Et donc, j'ai connu ce garçon. Ce garçon, en fait, il m'a abordé comme ça. Il était intéressé à moi. Pour ne pas aller trop en détail, moi, je n'étais pas vraiment intéressée. Toute jeune encore, j'étais pas vraiment intéressée. Mais c'est quelqu'un qui s'est accroché. Et jusqu'au jour où il a tellement insisté, bon, je voulais pas, mais après, j'ai eu une autre histoire. Et après, je suis même tombée enceinte de mon premier enfant, qui aujourd'hui, je dirais, il a 26 ans. C'est un grand garçon, il est majeur. Et après, quand je suis tombée enceinte de cet enfant, ce garçon, il a insisté, il a toujours insisté d'être avec moi. Et j'ai fini, en fait, par lâcher prise, je l'ai accepté. Et c'était vraiment une relation tumultueuse. C'est quelqu'un, en fait, c'était quelqu'un à femme. C'est un bel homme, toujours bien fringué. C'est un homme, quand tu es avec lui, il a le regard des autres filles sont sur lui. Donc, vous imaginez déjà ce genre de garçon. Et toujours avec la bande d'amis, voilà, des groupes militaires et tout. Bref, ça, je ne vais pas trop rentrer en détail. Et donc, ce qui a fait que je vois quelqu'un en train d'écrire, les gens en train d'écrire les Goumins. C'est pas les Goumins. Vous allez entendre l'histoire parce qu'aujourd'hui, j'ai consacré une bonne partie de ma vie par rapport à ce qui est arrivé. Et donc, du coup, tellement c'était une relation tumultueuse, quelqu'un qui multipliait les copines, moi, toute naïve dans ma jeunesse, ne sachant rien. Et vous savez, quand vous avez quelqu'un, toi étant jeune, naïve aussi, en amour, tu ne sais rien. Bon, la personne, c'est un bon parleur. Et toi, tu te laisses aller. Voilà, c'est parti. C'est arrivé jusqu'au niveau où il y a eu plein de choses que je vais éviter aussi les détails. Et tu quittes la personne, tu dis c'est bon, ça y est. Et jusqu'au point où je suis arrivée même à avoir une vie maintenant de fille religieuse, à prier. C'est la première fois que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, à pouvoir vraiment donner ma vie à fond au Seigneur. Après, le garçon, il est parti en Europe. Moi, je suis restée au pays. Et quand il est parti, après, il m'a encore recontacté. Il y a eu un léger contact, le fréquence encore recontacté. Ici, il m'a encore recontacté un tout petit peu. On a passé un petit moment par téléphone et tout. Après, il y a eu encore détachement. Et après, moi, après mon bac, j'ai eu à faire 2 ans au pays de BTS. Après, j'ai eu une bourse universitaire pour aller étudier dans ton pays, DMG. J'ai étudié chez toi à Douala, les secs de Douala. Et donc, j'ai fait 4 ans. J'ai fait mes 4 ans. J'étais en train de faire mon Master 1. Et donc, du coup, la première année où je suis arrivée, des années après, et pourtant, on s'était perdu de vue. Tout avec la personne. Mais curieusement, un jour, étant au Cameroun, chez toi, DMG, la personne me recontacte. J'étais surprise. Autant d'années, 5 ans,
rentrée 6e année, la personne, j'ai un appel, mais je vois que c'est le numéro de l'Europe. Je dis, mais c'est quel numéro? Et la voix, comme il a une voix fine, comme une voix féminine, et comme je dis, mais c'est qui? La personne me dit, bah, c'est moi, tu ne me reconnais pas? Je dis, bah, parce que la voix, elle est féminine. Bon, bref, c'est pas important. Et c'est là où nous avons repris le contact encore. Et après, la personne venait, après la personne, on a encore renoué notre relation. Et la personne venait à chaque fois est venue au moins au Cameroun me rendre visite au moins 3 fois, passer les vacances avec moi. Quand il prenait ses vacances en Europe, il venait me voir. Et moi, j'étais en train d'étudier. Et donc, bref, ça s'est passé comme ça. On a passé des bons moments. Après, c'est arrivé à un niveau où il a dit, il faut qu'il m'épouse. Il faut qu'il m'épouse et tout. Moi, j'étais un peu méfiante. D'abord, il m'a proposé de le suivre en Europe. Moi, je lui ai fait comprendre que je ne voulais pas l'Europe. Je ne voulais pas aller en Europe parce que moi, tel que pour certaines personnes dans la famille, quand tu es dans la tête, on te met dans la tête, tu finis les études, c'est le travail. Et moi, c'était comme ça dans ma tête. Donc, je devais finir mes études, ensuite rentrer travailler. C'était pas aller en Europe, non. Et d'ailleurs, même mes frères ne devaient pas accepter ça. Donc, bref, j'ai contesté sa proposition. Et donc, lui, la 3e fois quand il était venu me voir, bref, après, il était reparti. Et bref, pour vous épargner encore les détails, après, c'est arrivé finalement. Lui, quand il est reparti, moi, je suis restée au Cameroun pour finir ma 4e année en termes de la validation des UV, des unités de valeur, des matières. Après, quand j'ai fini de valider mes UV et ensuite, il fallait rédiger mon avant-projet de mémoire et que ça soit validé par mon directeur de mémoire et tout. Il a validé. Il fallait que je rentre dans mon pays pour aller faire un stage. Et quand je rentre dans mon pays pour faire un stage, lui, il me dit que il faut qu'on fasse la dot. Il me dit qu'on fasse le premier vin. Le premier vin, le deuxième vin. Il envoie sa famille de venir voir ma famille et qu'on fasse cela. D'accord. Et ça s'est passé pour vous épargner encore les détails. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait ce deuxième vin, moi je suis repartie au Cameroun pour chercher. En fait, j'avais encore des UV, des matières encore à valider. Il me restait 2 parce qu'il y avait un module où j'avais encore 2 matières, voilà. Bref, excusez-moi, j'avais encore 2 matières à valider. Bref, je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Et ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je repars au Cameroun, j'apprends qu'il est, en fait, dans mes soupçons, parce que la personne le connaissant tel qu'il était, dans mes suspicions, je suis venue découvrir qu'il était avec une autre femme. Bref, je vais encore vous épargner les détails. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, il avait déjà aussi fait la présentation, le premier vin, le deuxième vin. Et moi, en apprenant tout cela, j'ai dit à ma famille, je ne veux plus rien savoir. C'est fini, c'est fini. Bref, après, je suis rentrée encore au pays en vacances. Je l'ai fait savoir à ma grande sœur. Ma grande sœur m'a dit, il faut que tu reviennes au pays parce que là-bas, tu peux pas rester là-bas, tu vas souffrir. Et quand je rentre au pays, la personne rentre, le monsieur vient au pays. Il vient me reconquérir encore auprès de ma famille en me disant, j'ai épousé cette fille, c'est ma femme, je dois la prendre. Et bref, je vais vous épargner les détails. Et à ce moment-là, moi, je pouvais rien dire devant ma famille parce qu'il y avait le chef de famille, il y avait mes grands frères. Quand je parle de grands frères, mes grands frères, ce sont les gens qui ont les 60 ans et quelques. Ce sont les gens qui ont presque 70 ans, d'autres sont même déjà à la retraite, imaginez. Et donc, j'ai dû accepter parce qu'ils avaient déjà pris bu la boisson en grande partie. Et donc, je suis allée me mettre avec lui. Et quand je suis allée me mettre avec lui, nous avons habité premièrement d'abord chez son frère qui habitait dans une grande maison, une maison de fonction. Nous avons occupé une chambre. Et c'est à ce moment où les choses commencent. Et je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, et c'est là où j'ai commencé à vivre des choses bizarres. Et chaque nuit, j'entendais, pas que j'entendais, mais les chats
les chats venaient miauler sur la toiture de la maison. Venaient miauler, se battaient, et rien que là où se trouvait notre chambre. Et c'était pas possible de dormir. Et quand je lui faisais part de la situation, mais lui, en fait, il me disait, écoute, dors, il n'y a rien et tout. Mais moi, la situation était invivable pour moi. Et je ne dormais presque pas, je trouvais le sommeil le matin pratiquement à 6h moins. Et c'était comme ça jusqu'à ce que la grossesse évoluait. Et un jour, même avant, je retrouve 1000 francs CFA, en faisant le ménage dans la chambre, je retrouve 1000 francs, un vieux billet de 1000 francs. Vraiment un vieux billet de 1000 francs sous le matelas, parce qu'on dormait sous un matelas, on étalait le tapis, ensuite on mettait le matelas. On l'a fait comme ça parce que on disait on va acheter le lit quand on sera chez nous. Et quand en balayant, c'est moi qui fais toujours le ménage, mais je retrouve un vieux billet de 1000 francs sous le lit. Mais je me suis dit, mais quel est ce vieux billet de 1000 francs sous le lit? C'est pas possible que lui me cache, il va cacher 1000 francs. Pourquoi? Un vieux billet sale, très sale. Et j'ai pris ça, j'ai mis de côté, je l'ai attendu. Quand il est arrivé, je lui ai demandé, mais pourquoi ce vieux billet de 1000 francs, il t'appartient? Quand je lui ai dit ça, il était surpris et il était très fâché. J'ai dit, mais pourquoi tu t'énerves? Et donc, j'ai pas compris. Et à partir de là, la relation était vraiment tumultueuse jusqu'au jour où nous avons quitté chez son frère. Nous sommes allés habiter dans un autre quartier, non loin de son frère, où on louait une maison. Et donc, du coup, c'est à partir de là. Et ce monsieur m'a rendu la vie infernale. Excusez-moi, c'est pas une histoire de Goumen, hein. Ça, je vous le dis, c'est pas une histoire de Goumen. Je préfère vous le dire. C'est pas une histoire de Goumen. Vous allez entendre pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans une situation où je vous sensibilise les femmes. Et donc, beaucoup de choses se passaient. Pendant que je vivais avec lui, le monsieur me laissait affamer. Le monsieur me laissait affamer. À chaque fois quand je l'interpellais, il me disait, écoute, va chez tes parents, va manger. Tu penses qu'ici c'est là où vous avez les bonnes, machin, plein de trucs. Il me laissait affamer toute la journée. Parfois, l'enfant bougeait dans le ventre. Et je restais comme ça. Parfois, il m'arrivait, je pensais que mon enfant était mort dans le ventre, mais je partais boire l'eau glacée pour savoir si l'enfant était en vie, et l'enfant était en vie. Bref, je vais vous épargner les moindres détails pour vous dire que l'histoire est très longue. J'avais voulu prendre du temps avec DMG pour lui raconter ça, pour sensibiliser les femmes. Et un jour, il va arriver. Je vais faire entre parenthèses un peu en arrière. Il y a eu des moments où j'ai commencé à prier aussi encore plus fort. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi si cet homme c'est vraiment mon homme. Et dans ce songe, Dieu va me montrer. On était à une fête. Et pendant cette fête, le monsieur était en train de draguer d'autres femmes. Et quand moi je le surprends en train de draguer d'autres femmes, il a fait semblant comme si je l'avais pas vu. Et je suis sortie de ce songe. Ça encore, j'ai banni. J'ai dit non, c'est juste un songe. Et encore, un jour encore, je demande à Dieu encore la même chose. Et Dieu me montre, je me trouve comme sur une rive, et de l'autre côté aussi, c'était la rive. Et donc, je devais traverser, aller à l'autre rive. Je devais traverser en fait en faisant attention parce qu'il y avait des grands trous. Il y avait des grands trous, vraiment des grands trous. Donc, les espaces où je devais passer, ça ressemblait en fait à peine comme en fait, c'est comme des fils, quoi. Si je fais pas attention, je vais tomber dans ce trou-là. Et lui se trouvait de l'autre côté. Et donc, je devais en fait aller de l'autre côté, de l'autre rive pour le rejoindre. C'est comme si je le cherchais. Et quand dans ce songe-là, j'ai mal posé mon pied, j'ai failli tomber. Et je suis sortie du songe. Et à ce moment, ça m'a interpellé un tout petit peu, mais jusque-là, j'ai encore laissé tomber. Et encore un jour, le troisième songe, c'est là où je vais peut-être m'arrêter au troisième songe pour ne pas donner le détail trop des songes. Un jour, je vais faire un songe, ça c'était vraiment la catastrophe des songes, c'était la catastrophe des songes. Dans le songe, je me retrouve dans une maison, si vous connaissez en Afrique, dans les villages. Les maisons en terre cuite, et en terre cuite, les huttes là, en terre cuite, je dirais les maisons puisque c'est des cases. Les cases en terre cuite qui vraiment penchées, en train vraiment penchées, du genre ça va s'écrouler. J'étais dans cette maison
Et c'est comme si j'étais, pas comme si, mais j'étais avec lui. Et lui n'étant pas là, il était sorti. Et moi, je me trouvais dans cette maison. Et la maison, il a plu, la maison était inondée. Donc, je me suis trouvée les pieds dans l'eau. Je ne savais pas où mettre les pieds. Et c'est ma nièce à moi qui vient me voir, en fait, qui vient me rendre visite, qui me dit, mais tu es dans quelles conditions là? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est où ton mari là? J'ai dit, il est sorti. Il dit, mais comment tu peux être dans ces conditions là? Elle était très fâchée. Et si je suis sortie du songe. Et c'est là, en fait, Dieu m'interpellait. Mais moi, jusque-là, je faisais la tête. Bref, c'est jusqu'à arriver au point où, après, j'ai accouché. Et même l'accouchement, j'ai failli perdre mon enfant parce que c'est encore une longue histoire. Ça, c'est encore une longue histoire. Maintenant, là où je veux en venir avec vous, pendant que j'étais avec lui dans la maison où nous vivions, il y avait des chamailleries. Vous savez, quand deux personnes se chamaillent, la personne me dit ceci. Ben attends, tu vas voir. Tu vas souffrir. Tu vas voir, tu vas souffrir. Tu vas faire un enfant comme un enfant mongol. Tu vas faire un enfant qui est genre qui n'a pas les os, qui ne tient pas. Tu vas voir, tu vas souffrir. Moi, je vais partir, je vais te laisser. Quand il dit va partir, ça veut dire il va repartir en Europe. Et il me disait ça. Il me disait des paroles comme ça. Moi, je refutais ça. Je disais non, je ne vais pas faire un enfant comme ça. Il m'injuriait, il me rendait pas bien. Et jusqu'au jour où mon accouchement était très difficile, je vous épargne les détails. L'enfant est allé en néonatologie. Et en néonatologie, on me dit, il allait même menacer le papa de l'enfant, il allait menacer les gens en service de néonatologie. Là-bas, vous connaissez, ceux qui fréquentent l'hôpital, ils savent que le service de néonatologie, c'est un service très délicat. C'est un service où on ne peut pas venir faire du n'importe quoi. Et la situation de l'enfant, le papa venait tellement faire du n'importe quoi, la situation arrivait jusqu'au directeur du CHU de chez nous, au pays. La situation arrivait au haut niveau. On a failli me faire sortir avec l'enfant à l'hôpital. Ils m'ont dit, madame, cet enfant, si c'est pas par rapport à vous, on vous sortez avec votre enfant et on s'en fout de ce qui arrivera. Or que c'était beaucoup de situations qui m'arrivaient. Et au moment où je vous parle, je vais être bref, je vais vous épargner les détails. Au moment où je vous parle, mon fils, je suis avec lui en Europe, donc j'ai dû batailler. Ça aussi, c'est un combat. Il a fallu que je sois une femme de prière, une femme très forte dans les prières. Au moment où je vous parle, mon fils est dans la situation de handicap. Mon fils est dans un fauteuil roulant. Mon fils ne parle pas encore. Mon fils... des opérations sur opérations. Mon fils est sous traitement. Donc, c'est pour vous dire, et je vais vous dire entre parenthèses, quand l'enfant, j'étais encore au pays avec l'enfant, quand je bataillais pour arriver avec l'enfant, pour venir avec l'enfant en Europe, il va me dire ceci. Quand au pays on a détecté par rapport à la situation de l'enfant, lui, il va me dire ceci, ne dis rien, ne dis tout ce que le médecin t'a dit à l'hôpital, ne dis pas ça à ta famille, ni à ma famille, ne dis à personne, on garde ça entre nous, sinon on va me traiter que je suis franc-maçon, parce que ma famille me suspecte déjà de franc-maçon. Donc c'est pour vous dire que il y a beaucoup de choses, et même, je vais vous rappeler, même pendant la grossesse, j'ai fait un songe où j'avais mon enfant, dans le songe, j'avais mon enfant, et subitement, mon enfant a disparu de mes mains. Je me suis mise à pleurer dans le songe, à pleurer mon enfant, je cherchais partout. Là, j'étais enceinte de 5 mois pratiquement. Et quand je sors du songe, j'avais même les larmes qui coulaient. Donc, c'est pour vous dire que je suis en train de vous sensibiliser. C'est pas une histoire où je viens parce que c'est les gourmands, non. Faites attention aux songes, faites attention aux songes. Voilà, donc je voulais vous sensibiliser. C'est une histoire vraie. Je ne peux pas vous montrer mon enfant en vidéo. Au moment où je suis avec, je vous parle là, mon enfant avec moi. Donc, je suis en train de l'accompagner. J'ai mis tout à côté. Donc, toute ma vie, c'est maintenant sur mon enfant. Donc, c'est ça que je voulais vous apporter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allô, vous me recevez bien? Oui. D'accord, j'appelle depuis Libreville, le Gabon. Déjà pour dire aux autres, faut même pas un peu me stresser dans les commentaires, hein. Ne me stressez pas comme vous êtes en train de faire. Alors, l'histoire que je vais narrer porte sur le phénomène des rêves. Il faudrait comprendre que tous les rêves ne sont pas anodins, tous les rêves ne sont pas des rêves, je vais le dire ainsi.
et toute mon enfance durant, j'ai été victime de tentatives d'initiation à la sorcellerie par les rêves. Donc j'aimerais interpeller les parents, j'aimerais interpeller les consciences à propos des rêves. Et donc pendant près de 10 ans, j'ai fait le même rêve dans lequel je quittais tout le temps Libreville pour me retrouver au village. Et quand je me retrouvais au village, c'était au cimetière familial. Donc j'arrivais toujours au cimetière familial. Et là, j'avais ma sœur jumelle qui sortait des tombes avec mes grands-parents, mes arrière-grands-parents autant pour moi. Et ils sortaient des tombes avec des marmites, des nourritures déjà préparées. Et ils m'invitaient à manger. Et à chaque fois, je mangeais. Donc j'ai fait ce rêve-là pendant 10 ans. Et la dernière fois que j'ai fait ce rêve, c'est le jour où on m'a dit, bon, aujourd'hui, on a apporté les marmites, mais c'est toi qui dois donner l'objet de sacrifice. Et dans mon rêve, je me rappelle, j'avais dit, je vais donner mon père. Après ce rêve, je ne me suis plus jamais retrouvée à partir. Parce que lorsque je me suis réveillée ce jour, quoique j'étais enfant, je me suis dit, mais je viens de faire quel rêve là? Pourtant, je l'ai fait, ce même rêve. Je l'ai fait à maintes reprises. Mais là, j'avais été choquée à mon réveil parce que finalement, c'était moi qui devais donner l'objet de sacrifice. Et j'avais proposé mon père que j'aime par-dessus tout. Et là, j'ai réalisé que j'étais en train de sortir en vampire et j'étais en train de manger. Certainement, j'ai mangé des chairs humaines. J'ai mangé des personnes qui ont été l'objet de certains sacrifices. Et suite à cela, en grandissant, mon père et moi, il n'y avait pas le courant. On ne savait pas pourquoi, je suis la première fille de mon père. Il m'adore parce que je porte le nom de sa mère et je suis son premier enfant. Mais ça n'allait pas entre nous. C'est pour dire que de certains rêves peuvent découler l'incompréhension entre les parents et les enfants. De certains rêves peuvent découler l'attirance à la sorcellerie, à la médisance et à beaucoup de choses. Du coup, moi, je faisais ces rêves, j'étais enfant. J'avais jamais entendu parler de Jésus. Je n'avais pas la présence d'esprit de raconter ce genre de rêve à mes parents parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce que c'est normal que je fasse ce genre de rêve? Donc, je n'en parlais pas. Mais devenue assez grande aujourd'hui, je me dis, si demain, lorsque je serai parent, j'aimerais prier pour mes enfants avant qu'ils n'aillent se coucher parce que les enfants n'ont pas conscience de certaines choses. Je faisais aussi un autre rêve répétitif dans lequel où on me faisait asseoir sur un trône et des petits êtres humains là, des petits êtres venaient m'attacher sur le trône et me déposer une couronne comme pour m'introniser à la sorcellerie. Donc j'ai fait ces deux rêves-là pendant plusieurs années, mais j'étais incapable d'en parler autour de moi parce que je ne savais pas ce que ces rêves-là représentaient. C'est pour nous dire, il faut vraiment faire attention aux rêves. Il faut pas manger dans les rêves. Il faut pas dire oui à n'importe quoi dans les rêves. Il faut pas s'asseoir avec n'importe qui dans les rêves. Surtout quand des personnes qui sont décédées depuis viennent nous donner à manger. Il faut surtout éviter cela. Donc, c'était ça ma modeste contribution ce soir, dire faisons attention à nos rêves, prions pour nos enfants s'ils n'ont pas encore la conscience de prier, intercédons vraiment parce que il y a des initiations à la sorcellerie, au mysticisme qui se passent pendant le sommeil. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Nenda, pour l'histoire. J'ai raconté cela la dernière fois, on avait dit que je suis peureux, je ne sais pas si... Bon, on est comme 1200. Des scènes que tu peux vivre, ça peut peut-être être naturel, mais quelque part, tu te demandes encore que, mais ça, c'est pas la sorcellerie comme ça. Comme la mort d'une des tantes aussi, comme ça, toujours du côté de la matière. On est comme ça à la maison, avec ma grande soeur, je suis là, on a encore des papotés. La mère sort, elle court rapidement à l'hôpital, après elle nous appelle pour dire que voilà, votre tante est décédée. Ils sont en train de transporter maintenant le corps pour la maison. Il dit, oh, comment ça, quelqu'un est décédé, vous vous amenez à la maison plutôt comment, alors qu'il y a la morgue à côté. Elle dit que non, il faut d'abord qu'on parte à la maison avec. C'est comme ça que les gars entrent dans la voiture, la matière derrière, les gars partent à l'hôpital, les gars partent à la maison. Il dit, oh, bon, nous aussi, c'est pas aussi une tante avec qui on a beaucoup grandi. Elle était une voyageuse, quelqu'un qui, un peu, elle est à Kribi, un peu, elle est là-bas au Gabon, un peu, elle est en Guinée, un peu, elle est partout. Elle menait une vie, ce que
nos soeurs aujourd'hui appellent les femmes fortes indépendantes là. C'est comme ça. C'est comme ça qu'elle vivait sa vie. Bon, ma soeur et moi, on s'est dit, bon, on va pas aussi laisser notre tante comme ça. Il faut qu'on parte aussi faire un peu, genre, ouais, un peu quand tu es dans un lit, tu ne ressens pas forcément quelque chose, mais tu es quand même là, tu fais... Ouais. Il fallait qu'on fasse aussi ça pour dire que nous, on compatit aussi. Arrivé donc là-bas, il y a la porte centrale, le salon est là, tout le monde est là. Et maintenant, au même salon, il y a encore deux chambres. Il y a une chambre où il y a le corps et une chambre où les gens dorment. Et donc, quand tu es placé au salon, tu peux voir la chambre carrément comme ça. Il n'y a pas de couloir, c'est juste là. Moi, je suis l'homme, non? La chambre est vide. Le corps est couché là-bas sur le lit. La chambre est vide. Ah. Ma soeur est à la porte. Moi, je suis dans la chambre, adossé au mur, là où est sur l'interrupteur, là. C'est là où je suis adossé. Et ma soeur est à la porte. Je suis là en mode... Tout le monde, elle est là. En mode, ouais. Oh, ouais, elle est morte comme ça. Elle est morte comment? On fait aussi ça. Les gens nous voient pour dire qu'en fait, hey, on compatit et tout ça. Oh, ouais, Seigneur, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comme ça que pendant qu'on fait la comédie là, elle se réveille. Il dit, oh. Elle se réveille, on s'est respiré. Il dit, mince. J'ai failli pisser sur moi le jour là que j'étais là tranquille, j'étais posé, je ne bougeais, j'étais glacé comme le maquereau. Il dit, c'est quoi ça? Ma soeur avait fui, elle avait décalé. Moi, tellement la peur m'avait glacé, je ne pouvais même plus bouger. Je suis resté sur place comme si je maîtrisais quelque chose, je ne maîtrisais plus rien, je n'étais même plus là. Mon front était glacé, mes oreilles étaient glacées. C'est là où la grand-mère, elle vivait encore à l'époque là. La grand-mère, avec tous ceux qui étaient au salon là, sont entrés dans la chambre là. Commençaient à toucher, mais Alliance, c'est quoi? Alliance, c'est quoi? Et tu sens qu'elle veut parler, elle veut parler, elle veut pas parler, elle veut parler. Ça ne sort pas. Elle a encore de... C'est agonisé, c'est quoi? Comment vous appelez ça? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Elle a encore de respirer fort, elle veut parler. On dit que parle. Parle. Elle veut pas, ça ne sort pas. Parle. Après, c'est encore recouché. Elle est morte maintenant, vrai. Les gars ont fini de faire encore ça, encore revient encore d'autres pleurs. Les gars ont encore commencé à pleurer. Ils ont encore fini là. Ils sont encore sortis même tous. Je suis encore resté là sur place, je n'arrive même pas à bouger. C'est la matin qui me dit, mais tu fais quoi là-bas? Sors. Hey. Elle vient me tirer. Je suis glacé comme un cadavre. Mais il y a des scènes, bon, là ça je ne sais même pas si c'est que c'est du mystique ou si c'est comment aussi. Elle voulait seulement se confesser aussi, il fallait faire comment. J'ai dit, mais il y a un petit dans ma tête que moi, plus jamais, l'étude du cadavre là, c'est qu'il est mort, peut-être c'est une semaine après qu'il n'est pas voir le corps, parce que moi, aïe. Alliance, t'as dit que tu inventes. Mon ami, je n'ai absolument rien à gagner de venir dire que ma tante est morte et elle est revenue. Si tu penses que c'est un fantasme de venir dire ici là, devant 1000 personnes que tu as une tante qui est morte et qui est revenue, c'est un fantasme pour toi. Sache que tout le monde n'est pas aussi sadique que toi. Tu comprends? Tous ceux qui montent ici là, c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, avant de venir dire ici là que oh, j'étais une prostituée avant, oh, j'ai voyagé la nuit, oh, mon enfant est devenu fou. Si pour toi c'est un fantasme, ne pense pas que tout le monde est comme toi. Comment? Qu'est-ce que je peux bien profiter à venir raconter une histoire pareille? Qu'est-ce que je gagne dans ça? Allô? Allô? Bonsoir DMG. Comment tu vas, maman? Je vais bien et toi? Très bien, merci. C'est vraiment un plaisir de monter enfin aujourd'hui. Ça fait bientôt 2 ans que je te suis et j'arrivais pas à trouver tes lives au fait. Ok. D'accord, donc je suis un peu stressée. Je vais raconter une petite histoire, elle n'est vraiment pas longue, d'un bon ami, un voisin avec qui j'ai vraiment une certaine affinité. On papote beaucoup ensemble, on fait certaines affaires ensemble, tout et tout. Et il m'a expliqué une histoire une fois. Il m'a dit que lorsqu'il était jeune, il était très intelligent. Il n'avait pas besoin de... C'est-à-dire, je sais pas comment on appelle ça. Lorsqu'il suit les cours en classe, il n'a plus besoin de reviser à la maison pour les compositions et autres. C'est-à-dire, dès qu'il écoute le maître
à l'école, il a déjà ça en tête. Il n'a plus besoin d'étudier. Et il me disait comme ça qu'il était le seul garçon de son père. Son père avait 6 femmes et ils étaient 2 avec leur mère. Malheureusement, sa mère est décédée un peu tôt et il était le seul garçon de son père. Et les autres femmes de son père, c'était généralement, il me disait hein, que c'était généralement des veuves, des mères célibataires, c'est-à-dire que dès qu'il construit une nouvelle maison, c'est qu'il est en train de marier une nouvelle femme. Donc il y avait un peu cette jalousie-là qui s'est passée. Et à chaque fois qu'il devait présenter un examen, il tombait beaucoup malade. Et là, une fois, il m'a dit le BEPC. Avant le BEPC, une semaine avant, il n'entendait plus. Il n'arrivait plus à se concentrer. Il avait les oreilles bouchées. Il n'entendait plus. Donc, les histoires comment on dit ça? Les cours de renforcement, tout ça, il n'arrivait plus à se concentrer. Il n'arrivait plus à étudier. Et il était triste. Il était vraiment... il était un peu désemparé. Il savait pas quoi faire. Et bon, son père, c'était pas quelqu'un qui s'occupait de ses enfants. Il savait pas à qui se confier, tout ça. Et là, il est allé avec ses amis au Marigot. Puisqu'il était dans une petite ville. Il est allé avec ses amis au Marigot. Et il a vu une dame qui est en train de faire la lessive. Avec un enfant au dos. Et il était tout triste. Parce qu'il a dit que la dame... Lorsqu'il voyait la dame, il pensait à sa maman. Il pensait à sa maman. Il se disait, si ma maman était là. Si ma mère était là, peut-être qu'elle aurait pu chercher un médicament pour moi ou faire un remède, tout ça. Donc, il était triste. Il était assis là et ses amis lui ont demandé de venir se baigner. Il n'avait vraiment pas envie de venir se baigner dans l'eau. Parce qu'il avait ses problèmes à lui. Et il m'a dit que c'est comme si quelqu'un lui disait, va te laver, va te laver. Va au Marigot, rentre dans l'eau. Et là, il est rentré dans l'eau. Sa première plonge, lorsqu'il est rentré dans l'eau, lorsqu'il a plongé, il est ressorti, il avait l'impression d'avoir l'oreille bouchée. Et comme on le fait là, il a tapoté son oreille là à gauche. C'est, comment on dit ça? Une perle qui est sortie de son oreille. L'autre côté, il a tapoté aussi. C'est une perle aussi qui est sortie de son oreille. Il a regardé les perles et quelque chose lui a dit, lève la tête, regarde la dame ou un truc comme ça. Il n'a plus revu cette dame-là. La dame qui est en train de faire la lessive là, il n'a plus revu la dame. Il n'a plus revu la dame. Et il a dit la première chose qui lui est passée par la tête, il a juste dit, merci maman. Et après, il entendait. C'est-à-dire, il n'avait plus ce problème-là à l'oreille. Il a pu bosser tranquillement. Il a eu son examen. Et voilà. Et c'est l'histoire qu'il m'a raconté. Il m'a dit, il était sûr que c'est sa mère qui est venue le guérir. Lui, il était sûr de ça. Voilà. Donc, c'est un peu mon histoire de ce soir. Donc, si j'ai la possibilité, je vais monter encore. D'accord, merci beaucoup, Kénis. D'accord, je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Allô? Bonsoir DMJ. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, meilleur vœu à vous. Meilleur vœu à toi aussi. Moi, je voulais revenir un peu, c'était par rapport aux songes. Dire que c'est très important, surtout quand on a des enfants, de souvent demander ce qu'ils voient dans des songes. Est-ce qu'ils rêvent? Nous-mêmes aussi, parfois, de parler de certains de nos songes. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais petite, je voyais des choses dans des songes. Quand j'ai commencé à voir ces choses dans les songes, je faisais des rêves où je me retrouvais comme dans des réunions, dans des lieux, dans des choses en fait que je comprenais pas. Et après, ces choses ont commencé à se matérialiser. Je voyais maintenant des choses, disons, pas normales.
comme le fait une fois que j'ai vu un homme qui avait une tête coupée. J'avais vu en fait un homme sans tête s'approcher de moi. Comme une fois j'ai vu l'œil de quelqu'un sorti de son orbite, rentrer par la fenêtre. J'ai vu, exemple, quelqu'un qui marchait, qui n'avait plus de bras, qui n'avait plus de pieds. Et je voyais des choses comme ça. Et c'est au fur et à mesure que je parlais souvent de mes rêves avec une de mes petites tantes. C'est elle qui a fait part de ça à ma mère. Ensuite, à l'époque, ma mère m'avait fait asseoir avec mon père pour me demander de les expliquer un peu ce que je voyais souvent dans les rêves. J'ai expliqué que voilà. Mais entre-temps, j'avais fait part à mon père que bon, j'avais l'impression que ma grand-mère, donc la mère de ma maman, c'est comme si elle savait quelque chose parce que souvent quand je partais chez elle, quand je dormais avec elle, je faisais des rêves et quand je me réveillais, elle était souvent là en train de me regarder et puis elle me disait simplement que redors. À l'époque, après, on m'avait emmené chez une dame. La dame, une guérisseuse. On a fait un travail et la dame avait dit effectivement que on voulait me faire rentrer dans la sorcellerie. Donc, ma grand-mère et ses sœurs voulaient me faire rentrer dans la sorcellerie et que si je n'avais pas fait part de mes rêves à temps, que j'avais commencé à manger, à faire certaines choses, que ça allait être compliqué pour moi de sortir de là-bas en fait. C'était un peu ça ma petite contribution de ce soir. Merci beaucoup, Rika, pour l'histoire. Merci. Bonne soirée. Merci à toi. Bonsoir. Oui, bonsoir DMG, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Très bien, oui, ça va. Je t'ai envoyé mon histoire aujourd'hui vers 17h comme ça. Mais comme j'ai vu que tu étais en ligne, en direct, donc je profite en même temps pour la raconter rapidement. Donc, mon histoire, c'est quoi? Ça va faire 10 jours maintenant que ça s'est passé. Je vis en Europe et puis il y a ma mère aussi qui vit dans un autre pays européen. Donc, elle est venue me rendre visite pour les fêtes. Donc, on est là depuis le mois de... Pardon, excusez-moi. Depuis le mois de novembre qu'elle est là. Tout se passe bien et tout et tout. Maintenant, il y a 10 jours en arrière, soudainement, dans ma cuisine, comme ça, je sens une odeur. Et bon, faut savoir que nous, en Europe, là, on a la cuisine, on met la poubelle dans la cuisine, mais le plus souvent, dans la cuisine, il y a une autre pièce encore où on peut mettre les poubelles. Mais toujours dans la même maison, quoi. Donc, je me dis, bon, c'est la poubelle qui sent mauvais, donc c'est comment? Donc, ma maman me dit, bon, si c'est la poubelle, je vais la vider. Donc, elle ramasse tout, elle va jeter. Poubelle normale de nourriture, poubelle de recyclage, de tout ce qui est bouteille et tout, elle ramasse, elle jette. Elle revient. L'odeur ne va pas. Je dis, mais moi, je sens un truc. Elle dit qu'elle ne sent rien. Je demande à mon mari, il sent rien. Ma grande fille aussi, rien. Donc, j'étais la seule dans la maison qui sentait une odeur de quelque chose qui est en train de se pourrir, quoi. Vous voyez, quand la poubelle sent, la nourriture commence à se gâter, là, les odeurs comme ça. Là. 3 jours, quand tu sors, tu rentres. Bon, quand je sors, je rentre, l'odeur m'accueille. J'allume un sang pour parfumer. Tout ce que je fais, aération, tout, rien. On va sur 3-4 jours. Je dis non, je n'arrêtais pas tellement de me plaindre. Maman me dit, mais c'est bizarre que toi seul qui sens cette odeur-là dans la maison ici, personne d'autre. Je dis non, que moi, ça me dérange. Donc, on est là. Je dis, bon, je vais faire comment? C'est moi qui sens, donc bon, on fait avec. On est là, on va se coucher le soir, on se lève le matin. Maman me fait asseoir, elle me dit, oui, ben moi, je viens de me réveiller là, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, j'ai vu que dans ta cuisine ici, des gens sont venus déposer le corps d'un animal. Ils ont tué un animal et ils l'ont déposé là, comme ça, dans ta cuisine. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, qu'elle a vu 3 ou 4 personnes accompagnées d'un enfant qui ont déposé, genre, le corps en putréfaction dans ma cuisine. J'ai dit, ah, donc, on se rejoint que moi, depuis 3 ou 4 jours, je sens un truc dans cette cuisine-là, et puis vous ne sentez pas. Elle dit non, c'est que ça devient sérieux, c'est pas normal. C'est que là, à cette allure, ça devient spirituel vraiment, quoi. Donc, elle me dit, ok, si tu m'autorises, moi, je vais faire des choses chez toi. Il n'y a pas de souci. Donc, elle a pris l'eau bénite, elle a pris l'huile d'olive bénite, elle a mélangé les deux. Elle a versé dans les 4 coins de ma maison, partout, prier, partout, parler en versant.
quand elle a déposé comme ça l'eau, on s'est assis, on a commencé à regarder la télé. 5-10 minutes, elle me dit, mais moi aussi je sens une odeur. Je lui dis, tu sens quoi? Elle dit, mais je sens un truc qui est pourri. Ce que tu sentais depuis là, c'est maintenant que moi l'odeur me revient dans le nez aussi. Je dis, ah, donc on est deux à sentir l'odeur maintenant. Elle dit, oui, je sens l'odeur maintenant. Je dis, ah, attendons, regardons. On est là, on regarde la télé. On se rend pas compte, la journée passe. Et on sent plus l'odeur. On est là, on se regarde, on dit, mais il n'y a plus d'odeur. Elle dit, ben oui, il n'y a plus d'odeur. Mais moi, je sentais, mais après, c'est parti, quoi. Donc, c'est parti. On va dire, après la prière, l'odeur est sortie pour que maman sente vraiment que ça existait. Et après, nous, on est passé à autre chose, là. Et après, l'odeur est partie seule. C'est parti tout seul. Donc, c'est pour dire à la famille, à la grande famille, que faut pas qu'on néglige au fait les choses. Parce que moi c'est l'odorat que on m'a dit que Dieu m'a montré. Et il fallait que j'insiste pour que ma maman, elle rêve maintenant pour faire le rêve que oui, c'est la viande pourrie, ils sont venus déposer dans ma maison. Peut-être que ça allait pourrir, gâcher mon foyer ou gâcher ma vie. Je sais pas, on ne connaît pas le but, hein. On sait jamais. C'est qu'elle su, je sais que c'était pas quelque chose de bon qu'ils étaient venus déposer chez moi. Vous voyez. Et moi, d'un côté, je n'ai pas aussi eu l'intelligence, on va dire pas l'intelligence, mais le discernement de demander au Seigneur de me montrer. Vous voyez, mais Dieu merci, ma maman était là. Et c'est à elle que Dieu a montré le truc. Et aujourd'hui, là, on va dire qu'ils ont échoué parce que l'odeur a disparu. Ça peut faire peut-être 3-4 jours. Bon, tout est bien maintenant, quoi. Donc, c'est pour dire aux gens, voilà, de faire vraiment attention et vraiment, comme on parle des rêves tous les jours, les rêves, de ne pas négliger les rêves aussi. Parce que, voilà le rêve qu'elle a fait et moi, je sentais le truc. Nous, on a eu un truc différent, mais ça avait un lien ensemble. Donc, voilà, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Bye bye. Bye bye. Bonsoir, Yul. Oui, bonsoir DMG. Bonsoir à toute la famille DMG. J'espère que vous allez bien. Très bien, toi-même. D'accord, ça va, ça va. Bon, j'ai une histoire, une petite histoire qui se passe quelque part en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire de 2 institutrices qui ont été affectées dans une localité pour, n'est-ce pas, leur stage d'application afin de valider leur diplôme d'institutrice. Donc, elles ont eu 2 classes différentes qu'elles devaient enseigner. Mais dans l'une des classes, et il faut préciser que parmi les 2 institutrices, il y a une qui était enceinte et il y a une qui n'était pas enceinte. Donc, les 2 étaient dans la même classe à l'école des instituteurs et puis on les a envoyés en stage dans la même ville, les 2. Donc, celle qui n'était pas enceinte, dans sa classe, il y avait un élève. C'était une classe de CM2. L'enfant avait autour de 14 ans, pendant que les autres élèves de la classe avaient entre 9 et 10 ans. Lui, il avait 14 ans. Mais le gars, il rentre dans la classe. Il s'assoit au fond. Il met 2 piments. 2 piments frais, 2 boules de piments frais dans ses narines. Et puis, il se met en position sommeil, c'est-à-dire il tend la tête, il tend la tête, il tend la tête. Il a 2 piments dans ses narines, il tend la tête et puis il dort jusqu'à la fin du cours. Après, il sort. À midi, quand la cloche sonne, il sort, il s'en va. L'après-midi, à 14 h, quand les cours reprennent, il revient, même scénario. Dès que le cours commence, il met 2 piments dans ses narines. Il croise les bras sur la poitrine, il tend la tête, il tend les pieds, il dort jusqu'au soir à 17 h 30, il se lève, il s'en va. Et donc, cette attitude-là a commencé à intriguer l'institutrice. Et en même temps, l'institutrice qui était enceinte, qui a une autre classe, elle là-bas, elle était tellement gentille avec les enfants qu'il y a un enfant d'autour de 6-7 ans qui devait être en CE1, je crois, qui s'est approché d'elle et qui a commencé à la fréquenter de façon assidue et tout ça. Mais cette institutrice-là, chaque soir, quand elle se couchait, sur le toit de sa maison, il y avait comme si des gens jetaient le sable, il y avait comme si on jetait des cailloux, il y avait comme si des oiseaux jouaient sur la toiture en griffant les tôles et tout ça. Donc, plein de bruit, il l'empêchait de dormir. Donc,
elles ont vécu ce genre de phénomènes paranormaux là, comme ça pendant près de 3 mois. Et est arrivé le moment où elles devaient regagner leur base. Elles devaient quitter la ville où elles étaient en stage pour regagner leur base. Et donc, le petit enfant qui s'était approché de l'autre institutrice là, il lui a dit, madame, je vous aime bien, vous êtes très gentille, mais avant que vous ne partiez, je vais vous dire ce qui se passait pendant que vous étiez là. Il dit, celui que vous voyez qui a mis le piment dans ses narines là, et qui dormait tout le temps en classe, c'est lui le chef des sorciers enfants. Voilà, c'est lui le chef des sorciers enfants. Et que même le chef du village le craint. Et que eux tous, les enfants de la contrée là, eux tous, ils sont tous initiés, ils sont dedans. Et elle, son enfant, elle qui est enceinte là, les gens avaient décidé de faire de son enfant un festin. Voilà, elle devait rester là. Elle allait mettre au monde, mais l'enfant n'allait pas rester. Donc lui, vu la gentillesse de la dame vis-à-vis de lui, il s'était alors érigé en rempart, en défenseur, là, pour ne pas que les autres lui fassent du mal. Comme lui aussi, il a son rang parmi eux, il arrivait à être sa couverture. Et donc, chaque soir, il y avait une bagarre entre les éléments récalcitrants qui ne voulaient pas qui voulaient lui faire du mal. Lui, il ne voulait pas. Donc, tous les bruits qu'elle entendait sur les tôles, les jets de sable, les jets de pierre, tout le bruit qui se passait là, c'était lui qui se bagarrait avec les autres sorciers, les autres enfants sorciers, pour ne pas qu'on lui fasse du mal. Il dit, mais il allait lui dire à un moment donné de s'en aller, parce que les gens commençaient à être de plus en plus nombreux contre lui, et il y a quelques-uns qui le supportaient. Donc, ça allait devenir difficile pour lui-même de protéger la dame. Dieu merci que son stage est fini. Donc, il lui demande là, si on organise une fête pour leur dire au revoir à l'école et tout ça, machin, qu'elle ne participe pas, qu'elle ne mange rien, qu'elle ne boive rien, qu'elle ne vienne même pas dans la cour de l'école pour dire à célébrer la fête, qu'elle prenne ses clics et ses claques et qu'elle s'en aille. Et elle a expliqué aussi que l'autre qui avait mis le piment dans ses narines là, pendant qu'il était couché, il était en communication avec d'autres groupes de sorciers qui sont dans des localités voisines. Donc, ils planifiaient leurs petites affaires, les coups qu'ils vont faire, ils faisaient leurs réunions comme ça. Donc, il était couché à la maison. Et les parents de ces élèves-là, toutes les fois où l'institutrice a eu à signaler, par exemple, lui qui met les piments dans la narine, quand on le signale, le lendemain, il faut être sûr que l'institutrice ne va pas venir à l'école. Dès qu'elle se plaint, le lendemain, elle tombe malade. Elle a fait au moins une semaine couchée. Donc, c'est l'enfant qui a expliqué que c'est un chef, même le chef du village a peur de lui, ce petit-là. Il prend 2 morceaux de piment frais, il met dans ses narines, il est couché en classe. Donc, avec ce qui s'est passé, comme ça, les 2 dames, elles ont pris les clics et les claques, elles sont parties. Et elles ont expliqué ça à leur hiérarchie. Alors que l'examen final où l'inspecteur doit venir pour évaluer les institutrices devait se faire dans le même village, avec les mêmes classes, avec les mêmes enfants, pour voir si le temps qu'elles ont enseigné là. Mais pour ces 2-là, ça a été annulé carrément. Ça a été annulé carrément. Et puis même celle qui est allée accoucher, l'institutrice qui était enceinte, elle a accouché avec beaucoup de difficultés. Mais Dieu merci, son enfant est resté. Donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle raconte cette histoire-là souvent. Donc j'ai eu envie de partager ça avec vous, j'ai trouvé ça intéressant. D'accord? C'était tout pour cette première histoire. S'il y a la possibilité, j'ai d'autres histoires encore. Merci. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Je t'en prie, DMG. Bonsoir, Rose. Oui, rebonsoir. Je reviens à nouveau. Et cette fois-ci, c'est une histoire qui s'étend sur 2 témoignages. Alors, la deuxième histoire dépend de la première. C'est quelque chose qui me concerne personnellement. Alors, c'était autour de 2012. J'habitais un quartier de Libreville. Et après j'avais fait la cuisine, parce que j'ai toujours cette habitude, dès que je finis de manger, il faut que je fasse une petite sieste, au moins de 30 minutes. Donc, j'ai fait ma petite sieste. À l'époque, je vivais avec mon fils. Et dans mon rêve, je vois 3 êtres
qui rentrent dans ma maison, dans mon appartement. C'était pas n'importe quel être. C'était comme des anges. C'était des êtres habillés comme ils avaient des vêtements de moines. C'était comme des soutanes avec des ceintures de côté et des sandales. Disons, il y avait 2 noirs, 1 blanc. Disons, joue bien. Comme à l'époque, j'avais une petite grille dans ma chambre. Donc, j'ouvre bien la grille, je me lève. Je les reçois. Je dis, ah, bonne arrivée. Oui, vous cherchez quelqu'un? Donc, je pose la question aux 3 étrangers. Vous cherchez quelqu'un? Le blanc me dit, oui, c'est toi qu'on est venu voir. Je dis, bon, ok, installez-vous. Donc, je les installe dans mon petit canapé. Et les deux, ce qui avait attiré mon attention, les 2 noirs ne parlaient pas. C'est le blanc qui parlait. Et le blanc, il avait entre ses mains une Bible. Donc, le blanc me pose des questions. Il me dit, non, la première chose qu'il me demande, il me dit, est-ce qu'on peut avoir de l'eau à boire? Je dis oui. Alors, j'ouvre mon frigo, je prends une bouteille avec 3 verres. Je pose sur la table, je commence à servir. J'ai d'abord commencé à servir le blanc. J'avais compris que c'était lui le maître des camps. J'ai commencé à servir, j'ai servi le blanc, ensuite les 2 noirs. Et il va commencer à me poser des questions. Vous êtes marié? Je dis non, je ne suis pas encore mariée, mais j'espère que d'ici là, le Seigneur me fera grâce. Il me regardait droit dans les yeux comme s'il avait quelque chose à me dire. Et j'ai commencé à avoir peur. Il dit, ton fils est où? J'ai dit, mon fils, il est allé jouer, il est dehors. Après, il me dit, ça fait combien de temps tu loues ici? J'ai donné le temps. Après, il me dit, bon, nous sommes venus, on nous a envoyés. J'ai dit, qui vous a envoyé? Il me dit, c'est l'Éternel qui nous envoie. J'ai dit, pardon? Il me dit, c'est l'Éternel qui nous envoie. Tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? J'ai dit, oui, c'est vrai, je ne prie pas trop, je fais juste le signe de croix. Il dit, bon, c'est comme ça que le blanc me tend une Bible. Il me dit, tiens, nous sommes venus te donner cette Bible. Parce que tu en auras besoin très bientôt. Je n'ai pas compris ce que le monsieur voulait dire. Après, ils se sont levés. Ils sont sortis. DMG. Le rêve était tellement réel. Au moment où je me lève, je me réveille normalement. Le canapé bouge, comme si des gens venaient à peine de sortir de la maison. Quelques mois après, je crois, à cette période, on était au mois de septembre, octobre, novembre. Alors, le mois de décembre, mon fils appelait dans une école, pas très loin de là. Et je m'étais lié une amitié avec sa maîtresse. Là, c'est maintenant physiquement. Je m'étais lié une amitié avec sa maîtresse. Mais entre-temps, j'avais ce rêve me tourmentait encore et encore. Je ne comprenais pas le sens du rêve. Le rêve avait tellement l'air réel, mais entre-temps, j'avais eu l'idée d'acheter une Bible parce que le monsieur me disait dans le rêve, tu ne pries pas assez. Je suis allée acheter une Bible, j'ai amené la Bible. Je commençais à lire la Bible de temps en temps. Je jetais un coup d'œil de temps en temps. Et en me liant d'amitié avec la maman, la maîtresse de mon fils, elle était de nationalité congolaise. Donc, on dit souvent que quand tu connais le maître ou le professeur de ton fils ou de ta fille, essaie d'être un peu gentil. Deux fois, quand je venais pour récupérer mon fils à l'école, j'amenais des petits présents, des petits cadeaux. Et puis, comme c'était la période festive, on va dire la Noël, et j'avais amené des petits trucs, quoi, un petit présent. Et cette dernière va me dire, bon, Maman David, comme mon fils s'appelle David, elle va me dire, Maman David, bon, on aura une prière dans mon église, hein, donc vraiment, j'aimerais que tu assistes. On était le 31, j'aimerais que tu assistes à la prière parce qu'on a notre pasteur principal qui va arriver, il est du Congo et tout et tout. Je dis, ah, si c'est la prière, moi ça ne me dérange pas. Je venais d'acheter ma Bible. J'ai parlé avec mon fils pouvait avoir peut-être 7 ans, 8 ans. Mais non maman, il n'y a pas de problème. On est parti. La dame et moi, nous nous sommes donné rendez-vous. Elle nous a amené, les gens qui sont dans le live, ceux qui sont à Libreville, connaissent le PK8. C'est un coin un peu bizarre. On est rentré à l'intérieur là-bas. On est arrivé là-bas autour de 22h, 23h. Et l'église en question n'avait rien à voir avec une église. C'était une maison. Une maison comme toute autre. On est arrivé, je regardais un peu. Ça ressemblait à un banja. Donc les gens qui connaissent ce que veut dire le banja, c'est comme un endroit où on initiait les gens en fait. Il y avait des seaux par-ci, comme si on faisait les bains. Je regardais, j'appuyais mon fils m'appuyait, on est rentré, nous nous sommes assis. Mon fils me dit, ça c'est une église. J'ai dit, ah, on va regarder.
Les gens louaient, les gens commençaient à louer, les gens commençaient à louer, les gens commençaient à louer. Ensuite, il y a le monsieur en question qu'on attendait, le prêtre ou le pasteur, il est arrivé avec une soutane et tout et tout. Les gens se levaient, les gens rentraient en transe et tout. Mon fils et moi, on s'attrapait, on disait, ah, on ne connaît personne ici, si quelque chose nous arrive. À un moment donné, le monsieur dit, mais est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées? C'est comme ça que la maîtresse de mon fils dit, oui, papa, j'ai invité en fait, j'ai invité la maman d'un élève à moi qui est là et tout. C'est comme ça que la dame me pousse devant avec mon fils. Oh, vas-y, hein, ça ne te fera pas du mal, vas-y. J'hésitais. C'est comme ça que le monsieur, oh, soyez les bienvenus et tout. Comment vous vous appelez? Je me suis présentée. Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans cette église? Je dis oui, j'ai été invitée par la maîtresse de mon fils et tout. Le monsieur a commencé à prier sur les gens, imposer les mains. Le monsieur ne m'a pas touché ailleurs, seulement au front. Le monsieur a commencé à m'appuyer sur le front. J'avais mal. Et j'avais comme l'impression qu'il retirait quelque chose. Le monsieur m'appuyait sur le front. À un moment donné, je suis tombée. Et en tombant, j'avais l'impression que j'avais perdu connaissance. Quelques jours après, on va dire quoi, il était minuit, je crois, entre-temps, il était minuit, voire 1h. C'est comme ça que le monsieur va nous dire, on va aller manger quelque chose, comme c'est la nouvelle année et tout, il était déjà minuit. Le monsieur, ils ont préparé et tout, on nous a donné. Ils ont fait la prière. Le matin, mon fils et moi, nous sommes rentrés chez nous. À partir de ce jour-là, le lendemain qui suivait, rien ne marchait plus. Je travaillais dans une maison de téléphonie mobile. À l'époque, RTL Gabon, j'étais dans cette entreprise à cette époque. Je ne comprenais plus mon travail du tout. Je ne comprenais plus rien du tout. Rien, je vous dis rien. Je devenais nulle. Après, à un moment donné, j'ai perdu le travail. Quand je perds le travail, je déménage dans ce quartier, je vais habiter à un autre endroit. Et je commençais à me poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et j'avais déjà oublié que j'étais dans une église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je vais un peu donner un conseil avant de continuer, qu'on doit faire très très attention lorsque on va dans certaines églises, que nous on croit que ce sont des églises. Ce ne sont pas des églises, ce sont des temples du diable qui sont déguisés, masqués en église. Alors je continue. Ensuite, j'ai commencé à vivre des situations pas possibles. Et un jour, j'ai fini de prier. J'ai pris la Bible que j'avais. C'est ce jour-là que j'ai eu vraiment envie de prier avec ma Bible. Et je suis tombée sur un verset qui disait « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme ». J'ai commencé à pleurer. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Comme on dit souvent, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors j'ai fait ma prière et tout. Dans le rêve DMG, je suis allongée. C'était comme un cimetière. Mon fils est allongé. Et je vois deux êtres étranges, vêtus de tout blanc, qui rentrent dans ce cimetière. Et c'était comme l'enfer et le paradis. Et le portail était gravé des images horribles. C'est comme ça que le grand portail s'ouvre. Boum! Un bruit assourdissant. Comme si c'était... En fait, c'est comme un portail qui était enchaîné avec des chaînes horribles. C'est comme ça que ces deux êtres humains entrent. Et dans cet endroit, c'était comme un cimetière, mais c'était l'enfer. Et les gens ont commencé à s'agiter. On va dire quoi? Des créatures étranges ont commencé à pousser des cris pas possibles. Et c'est comme ça qu'il y a un ange qui s'est approché de là où j'étais allongée. J'étais morte, j'étais déjà morte. Complètement morte. Mon fils et moi aussi, mon fils aussi était mort. Et devant ma tombe, il y avait un être, on va dire quoi, un démon qui surveillait ma tombe pour que je ne m'échappe pas. De l'autre côté aussi, avec un autre démon qui surveillait la tombe de mon fils. Et nous avons enchaîné tous les deux. C'est très capital ce que je suis en train de vous dire. C'est un rêve qui me concerne. C'est une histoire personnelle.
Ce n'est pas que quelqu'un m'a raconté, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors, cette tête s'est approchée de ma tombe. Il a appelé mon nom 3 fois. Angel. La première fois, je n'ai pas répondu. Angel. J'avais l'impression que j'entendais quelqu'un. La personne a crié Angel. Je me suis réveillée. J'ai dit oui, c'est qui? Il m'a dit le Seigneur nous envoie te délivrer. Ton fils et toi. Appelle ton fils. J'ai appelé David. David. Dès que j'ai dit la 3e fois David, mon fils s'est réveillé. J'ai attrapé mon fils. Il m'a dit, ici nous sommes venus te sauver parce que tu étais morte. L'église où tu es parti, le pasteur qui a prié sur toi, il t'avait vendu, toi et ton fils. La maîtresse de ton fils, c'est l'ange qui me révèle maintenant la chose. La maîtresse de ton fils, ce n'était pas une maîtresse ordinaire, c'était un agent des ténèbres. Mais tu n'avais pas eu le discernement. Mais comme tu as eu foi en Dieu, tu as invoqué la présence de Dieu et c'est Dieu qui nous envoie. Alors, l'ange va me donner des consignes, il va me dire, ils étaient 2. Il y a un qui était devant, l'autre était derrière. Il va me dire, tu vas rester, vous allez rester au milieu. C'est-à-dire, moi, l'autre devant et vous, tous les 2 au milieu et l'autre derrière. Donc, vous allez faire les gestes que nous allons faire, de telle sorte que vous soyez invisibles. DMG, vous partez de là où nous étions, jusqu'au portail. On avait l'impression qu'on a fait Libreville entière. On a couru dans tous les sens. Quand les démons en question ont senti qu'il y avait des présences qui n'avaient rien à voir avec les ténèbres, alors c'était la débandade totale. Il y a eu ce qu'on appelle les rescapés, c'est que les gens qui avaient profité de la présence des anges lorsqu'ils sont venus nous délivrer, mon fils et moi, ils ont profité à nous suivre. Alors l'ange de l'Éternel a dit, vous allez courir de toutes vos forces. On est arrivé à un endroit, il y avait une bâchée qui était garée à un endroit un peu plus devant. L'ange de l'Éternel, vous allez courir jusqu'à arriver à la bâchée. Mon fils et moi, on a commencé à courir. On a commencé à courir. Les démons étaient derrière nous, acharnés avec des gourdins, avec des flèches, avec ceci. Même jour, on est arrivé. Il y en a qui sont montés derrière, à la malle arrière. Et nous, mon fils et moi, on est montés devant. Il y avait un ange qui était au volant. L'autre était de l'autre côté à la place du chauffeur. On a commencé à rouler. Et l'ange de l'Éternel m'a dit, ouvre ta bouche, Angel. Tu as reçu le don de la prière. Ouvre la bouche. J'ai commencé à prier. Et quand je priais, les flammes sortaient de ma bouche. Les flammes de feu sortaient de ma bouche et ça envahissait. Quand je disais Holy Ghost Fire, les flammes de feu sortaient de telle sorte que ces flammes-là consumaient les démons qui nous poursuivaient, qui poursuivaient la voiture où mon fils et moi on était à l'intérieur. Ensuite, on a roulé toute la nuit. Il était entre 4h et 5h. Alors, j'aimerais rappeler quelque chose. Les anges de l'Éternel, comme disait l'autre dans le rêve, il me disait, nous on descend à partir de minuit. Notre mission, on descend sur la terre à partir de minuit et on part à 5h du matin. Donc, il ne faudrait pas que 5h ou 6h nous trouvent ici. Alors, on a roulé, on est arrivé, ils ont garé la bâchée. Et dans la cour, c'était une très grande cour. Il n'y avait qu'un seul arbre. Et c'était comme un arbre fruitier. Et l'ange me dit, il est l'heure qu'on s'en aille, qu'on retourne auprès de celui qui nous a envoyés. Notre mission a été réussie, c'est-à-dire on t'a délivré de là où tu étais, ton fils et toi. Donc vous allez devoir partir. J'ai demandé aux anges, je vais aller où? Il me dit non, ce qu'on va faire, l'ange de l'Éternel a seulement tapé, il a posé sa main sur l'arbre et un escalier est descendu du ciel. Il m'a dit, vous montez sur cet escalier, la maison apparue. Cette maison, on appelle ça la maison de rescapés, des personnes que l'Éternel nous envoie délivrer dans le monde des ténèbres. Et c'est cette mission que nous faisons tous les jours, c'est notre travail. Mon fils et moi, on a grimpé. On est arrivé là-bas, j'ai rencontré des visages que je connaissais. C'était comme un endroit où après, quand il y a eu une guerre dans un pays, chacun avait des blessures à gauche. Mon fils, il était fatigué, j'avais des blessures de partout. J'avais on va dire quoi, comme mon fils et moi, on était enchaînés, mon fils avait des blessures aux mains, moi aussi j'avais des blessures aux mains. Ensuite, il y a un ange qui est venu, il avait un cahier, il a commencé à faire l'appel. Tel, oui, la personne monte la main. Tel, oui, la personne monte la main. Tel, oui, dès qu'il est arrivé à mon niveau, Angel, j'ai dit oui. David est là, oui. Allez passer de l'autre côté. Est-ce que vous savez que vous avez été sauvé par l'Éternel? J'ai dit oui. Mais la prochaine fois, le conseil que je vais te donner,
avant de te confier à quelqu'un, essaie de savoir quelle est son identité spirituelle. On ne se confie pas à n'importe qui. DMJ, je me suis réveillée. Un rêve où je dors, je me réveille, c'est comme si, vous voyez, quand vous prenez la télécommande de votre télévision, vous faites pause et vous revenez à nouveau. Le rêve est toujours au même endroit pendant 3 fois. J'ai compris que ce n'était pas un rêve ordinaire. Je me suis réveillée en sanglots, j'ai commencé à pleurer. Mon fils me pose la question, maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué le rêve à mon fils. Mon fils aussi a éclaté en sanglots, on a commencé à pleurer. Et depuis ce jour, je vous dis, je n'ai plus jamais été dans une église en tant que telle. J'ai maintenant pris l'habitude, j'ai développé une relation personnelle avec Dieu, c'est-à-dire à la maison. Je lis ma Bible. S'il y a une chaîne de prière qui m'intéresse à la télé, je mets la chaîne de prière. Si je peux prier, je prie. C'est pour dire que il y a des agents des ténèbres, des agents du diable qui sont partout, qui nous tendent des pièges. Quand je dis nous les chrétiens, surtout les chrétiens qui ne sont pas éveillés, parce qu'il y a des chrétiens stupides. Et à l'époque, j'étais vraiment stupide. Je me confiais à n'importe qui. J'ouvrais ma maison à n'importe qui et les gens rentraient n'importe comment. Voilà, c'était un peu ça mon histoire. Merci. Merci beaucoup Rose pour l'histoire. Merci pour l'histoire. Voilà qu'il est minuit 24. Et quand même dit qu'on va déborder, on a débordé. Et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne DMG Productions, là où on poste tous les 17h le lundi. Et qui ne sont pas encore abonnés là-bas. On poste un film tous les 17h, tous les lundis. Non, pas tous les lundis, plutôt à 17h. Merci à tous ceux qui sont montés raconter leur histoire. Merci à tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui partagent toujours le direct. Sachez qu'il y a des histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV. Sur YouTube, il y a toujours les histoires à 12h00. Parce qu'il y a des histoires qu'on envoie seulement sur WhatsApp. Ceux qui n'ont pas le courage de monter ici en live envoient les histoires sur WhatsApp. Et donc c'est sur DMG TV, YouTube qu'on poste ça. Les rediffusions c'est aussi sur YouTube à 12h. Donc si tu as manqué le direct aujourd'hui, sache qu'il y aura une rediffusion sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV, un peu comme ce qui est affiché toujours en haut de ma chaîne. Même DMG TV. Je vais être acteur. Voilà, si tu es acteur, si ce que tu es un acteur, tu es dans la ville de Bolova. Ou alors tu es dans les alentours de Bolova. On va dire Malmayo, Ambam, Man, Boulmakon, même Yaoundé. Sangmelima. Bref, les villes autour là, les villes du sud là. Si tu es intéressé, tu peux venir par ici, on fait quelque chose. Donc, je vais vous laisser dormir. Surtout, prier avant de dormir. On se prend, nous sommes quand mercredi, vendredi, même heure. On a fait un autre direct, on a fait le direct d'abord vendredi. Voilà ça qu'on fait mercredi. On va encore faire vendredi. N'avez pas dit qu'on est plus constant dans les directs. Voilà ça qu'on a repris. Voilà. Donc, vendredi, même heure, 20h00.